OK. D'abord, un grand merci à tous de votre présence ce soir pour ce troisième webinaire de notre groupe professionnel administrateur et gouvernance. J'espère que la prochaine fois, nous pourrons être enfin, et pour une partie d'entre nous au moins, en physique avenue d'Iéna. Pour ma part, je suis un peu las de ce modèle unique en vidéoconférence. Je voudrais ensuite saluer nos camarades qui ont choisi de s'engager dans la formation IFA Sciences Po. Pierre Boulet est en cours, Alain Robic le sera très bientôt. Bravo à eux. Nos tout jeunes camarades ne sont pas oubliés naturellement. Vous savez que notre partenaire, l'IFA, permet à 4 d'entre eux d'en être membres à titre gracieux si on intègre la participation de notre groupe professionnel. Merci à l'IFA, à nos jeunes camarades de savoir profiter de cette belle opportunité. Alors venons-en, voulez-vous, à notre soirée d'aujourd'hui. Je souhaitais, je l'avais déjà exprimé, que nous fassions intervenir un fonds afin de comprendre comment il s'explique dans la gouvernance de leur participation, même si on sait bien que cette gouvernance est liée au niveau de participation qu'ils aient dans les entreprises. Je souhaitais également que nous ayons à un moment l'opportunité de parler développement durable et entreprise à mission comme enjeu majeur d'une gouvernance responsable. Eh bien, nous faisons ce soir d'une pierre deux coups, grâce en particulier à Jean-Pierre Monéger, que je remercie tout chaleureusement, tout particulièrement, qui nous a mis en contact avec Sandra Lagumina, dirigeante de Meridiam, et grâce aussi à la présence d'Hélène Le Thénault, que je remercie. Donc, Meridiam est à la fois un fonds très considérable au cœur de l'actualité, c'est également une entreprise à mission. Alors, donc Sandra Lagumina, donc ancienne élève de l'ENA, donc Sandra Lagumina a travaillé en cabinet ministériel avant de rejoindre Gaz de France. Elle était directrice générale de GRDF et directrice générale adjointe du groupe Engie jusqu'en 2017. Elle est membre des conseils d'administration de plusieurs entreprises, dont Naval Group et Fnac Darty notamment. J'ai demandé à Hélène Le Thénault de bien vouloir se joindre à nous afin de nous parler du rôle clé des conseils d'administration dans la mise en œuvre d'une stratégie de développement durable au sein des entreprises. Ingénieure des ponts, Hélène a travaillé dans plusieurs cabinets, dont en particulier Carbone 4. Elle est aujourd'hui directrice au sein de la fondation Jean-Noël Torel, dont le modèle se fonde sur la séparation du capital et du pouvoir de décision en vue de créer de la valeur et d'assurer, je lis ce qui est marqué sur le site, d'assurer le développement durable de l'ensemble des activités de l'entreprise dans un esprit de loyauté, de justice et d'indépendance. Hélène est également chargée de cours à l'École des Mines. Donc un grand merci, mesdames, d'avoir bien voulu accepter d'être avec nous ce soir. Les présentations étant faites, Sandra, je vous propose, si vous le voulez bien, de commencer en nous parlant de Meridiam, de l'originalité de son modèle et de sa gouvernance. Merci beaucoup pour cette présentation. D'abord, je suis ravie d'être avec vous pour parler de sujets qui sont pour nous au cœur de notre stratégie. Peut-être une petite précision, je n'ai pas fait dans ma vie que du cabinet ministériel, puisque j'ai en réalité été plutôt juge qu'autre chose, parce que j'étais magistrat au Conseil d'État, avant de rejoindre effectivement Gaz de France et ensuite Meridiam. Alors, sur Meridiam, d'abord une rapide présentation. Effectivement, c'est une société de gestion qui gère des fonds. Alors, certains autour de cette table virtuelle la connaissent bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des investisseurs nous donnent de l'argent pour qu'on l'investisse dans des projets. Et une des particularités de Meridiam, c'est qu'on investit pour 25 ans. Et le plus souvent, ce qu'on appelle en greenfield, c'est-à-dire des projets dans lesquels on va construire et ensuite on va opérer les actifs. Et donc, comme je le dis, on le garde sur un très long terme. On opère dans 23 pays, on a 11 milliards de suggestions, ça représente environ 90 milliards d'actifs et on a 95 aujourd'hui actifs dans notre portefeuille. Alors, la question que vous posez, elle est assez centrale, c'est finalement comment on fonctionne. Avec tous ces actifs, la gouvernance, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert tout simplement à permettre de déployer la mission de Meridiam, je vais y revenir après, dans l'ensemble du portefeuille de manière relativement homogène. Donc nous, comment ça se passe? En général, quand on a un projet, on crée ce qu'on appelle une SPV, qui est une société, alors qui revêt des formes juridiques très variables en fonction des pays, mais disons que c'est pour simplifier que c'est une SA, avec un conseil d'administration la plupart du temps,
petite particularité, on est toujours contrôlant. On n'est jamais minoritaire sans droit permettant d'agir sur l'actif. Et l'acte le plus important que l'on fait, c'est de choisir les gens. Alors, choisir les gens d'ailleurs à tous les niveaux, c'est-à-dire généralement dans les packs d'actionnaires, parce qu'on est généralement avec plusieurs intervenants. On a parfois un constructeur autour de la table du board qui va nous quitter à la fin de la construction. On a souvent un opérateur, etc. Mais on est toujours contrôlant. Et donc, on va avoir le droit de choisir qui le DG, qui le directeur financier, qui le CTO. Et de plus en plus, on souhaite aussi choisir la personne qui va avoir en charge de déployer les mesures d'impact qu'on va décider au sein de la stratégie de l'entreprise. Donc, on choisit ces gens, donc on choisit dans le management, et puis on choisit aussi les membres du board. En général, les pactes vous permettent d'avoir des représentants à hauteur de votre participation. Souvent, on se met d'accord on va dire en consensus avec les partenaires sur qui il y a. Nous, ce qu'on souhaite en termes de bonne pratique, c'est généralement d'avoir des indépendants dans nos boards, même si on n'est pas obligé de le faire, puisque nos sociétés ne sont jamais cotées. Alors, modulo Suez, mais que je mets vraiment à part, enfin, pour en parler après. Nos sociétés ne sont pas cotées, et donc on souhaite que les administrateurs qui y a autour de la table représentent à la fois Meridiam, mais représentent aussi soit une capacité à mieux comprendre l'environnement dans lequel on se situe, soit des gens qui ont une connaissance technique particulière du secteur d'activité de l'entreprise. Donc, par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai que la gouvernance, elle sert véritablement d'appui au management. C'est comme ça qu'on le vit. Et nous, du coup, on agit via cette gouvernance. Après, une fois que le projet est lancé, le management va devoir mettre en place sa stratégie qui est choisie par le conseil d'administration, puisque c'est ça le mode de fonctionnement. Et donc, on va bien rentrer par ce biais de la gouvernance. Donc, pour nous, il est très, très vite apparu que la gouvernance était un pilier stratégique de notre activité de portfolio management. Et quand, en 2018, on a structuré un plan stratégique de l'asset management chez Meridiam, le premier pilier, c'était la gouvernance. Alors, il y en avait 5 autres. Enfin, il y avait le knowledge sharing, l'innovation, le risk management, les people, évidemment, et puis un point un peu particulier sur le développement des projets. Mais le premier pilier, c'était la gouvernance. Et je vais juste vous lire, du coup, ce qu'on avait écrit alors qui est une mauvaise traduction de l'anglais, mais c'est pas grave. On avait dit une gouvernance effective et efficiente est clé pour protéger l'investissement, loquer la valeur et délivrer les SDG qui vont permettre d'augmenter la performance des actifs. Donc, on avait défini à quoi servait une bonne gouvernance, en tout cas dans les standards de Meridiam. Mais du coup, on avait décliné ça en 10 grandes actions stratégiques qu'on a déployées sur l'ensemble du portefeuille, qui étaient l'amélioration du cycle de gouvernance, le reporting au board, quels sont les bons standards, les best practices. On avait créé un Director's Handbook, qui est finalement la somme de l'ensemble des règles que l'on souhaite voir appliquées. On avait travaillé sur les assurances, qui sont évidemment un sujet. La manière d'améliorer ce qu'on appelle le board effectiveness, c'est-à-dire comment le board se positionne sur les bons sujets. Ce qu'on appelle le governance mapping aussi, c'est finalement quelles sont les parties prenantes qu'il faut que l'on embrasse quand on travaille dans un board. L'onboarding pour les nouveaux board members. Et puis, on a créé, c'était une initiative plus récente, ce qu'on appelle un Directors Forum, c'est-à-dire un endroit où les board members de Meridiam peuvent échanger sur leurs pratiques, sur les améliorations permanentes. Donc, par rapport à la question qui était posée au tout début, qui était finalement, est-ce que la gouvernance est clé ou pas pour les fonds qui investissent dans des actifs, la réponse est évidente. Enfin, je dirais oui, et on a de cesse que d'essayer de s'améliorer. Alors, l'avantage peut-être qu'on a, c'est que comme on travaille dans 23 pays, on bénéficie aussi d'expériences à l'étranger qui sont extrêmement intéressantes. Et moi, j'avoue que j'ai demandé, la personne qui a poussé ce pilier du plan stratégique était un Anglais. Les Anglais ont des pratiques de gouvernance qui sont assez robustes, on va dire, notamment avec des processus de session stratégique du board qui permettent une fois par an de se poser la question de savoir finalement c'est qui mes stakeholders, qu'est-ce que je dois achever et comment je traduis ça dans un plan stratégique. Et ça, c'est des sessions et des séminaires qu'on a déployés sur l'ensemble de nos actifs. Et donc voilà, on a aussi pris un peu des bonnes pratiques un peu à droite à gauche.
Et si je regarde les boards dans lesquels j'ai pu siéger, on va dire, effectivement, j'ai eu des boards français. Bon, vous avez cité Naval Group que j'ai quitté et Fnac Darty aujourd'hui. Donc, une entreprise qui était très publique, qui avait la particularité d'avoir à son board à la fois son principal client et son principal fournisseur. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. On avait aussi... sur Fnac Darty, c'est une entreprise cotée, donc avec effectivement une dimension qui est un peu particulière. Et puis ce que j'avais trouvé personnellement extrêmement intéressant, c'était, j'ai passé 3 ans dans le board d'Abertis, qui était une entreprise de travaux publics espagnole, où là aussi, la pratique était totalement différente pour le coup, au moment où justement Abertis subissait une OPA. Et donc voilà, toute ressemblance est totalement fortuite, mais en tout cas, c'est assez intéressant de voir aussi qu'il y a des pratiques différentes de board. Et en tout cas, moi, le modèle anglais m'intéresse beaucoup, parce que c'est probablement aujourd'hui celui qui est le plus abouti, on va dire. Les efforts qui sont faits par la France sont assez intéressants aussi, je pense, de ce point de vue-là. Alors, il y avait aussi un élément qui était important, c'est que nous sommes une entreprise qui est très régulée, c'est-à-dire les fonds sont très régulés. Et un des points qui est regardé de manière très spécifique par notre régulateur, c'est-à-dire l'AMF, c'est effectivement les règles de gouvernance. Donc, on s'est assez vite posé la question, enfin moi j'ai rejoint Meridiam il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans et demi maintenant, on s'est assez vite posé la question de savoir finalement ces règles qu'on imposait à nos actifs, comment on se les imposait à nous-mêmes et comment est-ce qu'on travaillait sur l'amélioration permanente du cycle de gouvernance de Meridiam. Alors, qu'est-ce que c'est juridiquement Meridiam? C'est une SAS qui est détenue par ses salariés. C'est-à-dire il n'y a pas d'autres actionnaires que ses salariés. Alors, il y en a un qui est plus salarié que d'autres, on va dire, c'est Thierry Déo, qui est le membre fondateur. Et après, il y a les partenaires qui détiennent Meridiam, et on a décidé d'ouvrir assez largement le capital pour voilà, faire en sorte qu'il y ait peut-être un alignement encore plus important de nos 300, alors ce qu'on appelle 300 de la Meridiam Family, mais en réalité 150 chez Meridiam SAS et 150 dans les actifs aujourd'hui. Donc, la singularité de cette société, c'est que, comme je vous l'ai dit, elle investit pour 25 ans. Et puis l'autre particularité qu'on a souhaité vraiment, enfin sur laquelle on a vraiment mis l'accent, et ça fera aussi le lien avec le propos d'Hélène, c'est qu'on a très vite mis le sujet de l'impact au cœur de notre stratégie. C'est-à-dire pour nous, la création de valeur est de manière égale une valeur financière et une valeur non financière. Et donc quand on regarde ce qui est la raison d'être de Meridiam, là aussi, mauvaise traduction, mais je le dis quand même, c'est ensemble avec nos investisseurs et nos partenaires, nous investissons et opérons dans des infrastructures soutenables qui améliorent la qualité de vie des populations. Et ça, c'est la raison d'être initiale de Meridiam qui a été définie il y a 15 ans. Et en octobre 2018, on s'est posé la question de savoir s'il fallait la changer. Donc voilà, on a fait travailler des gens en interne. Puis à la fin, on a décidé qu'on n'avait pas changé, parce qu'on était assez à l'aise avec cette raison d'être. Donc tout ça pour vous dire que pour éclairer finalement cette raison d'être, la question de l'impact était venue assez vite. Et du coup, donc dès 2018, on se pose la question de comment est-ce qu'on pérennise notre modèle, qui est quand même assez singulier hein, chez les fonds, objectivement. Et pour tout dire, à un certain moment, moi j'ai même caressé l'idée qu'on pouvait éventuellement se transformer en fondation, enfin transformer la société de tête en fondation. Parce que ça commençait à être autorisé par la loi. Et arrive la loi Pacte. Donc la loi Pacte, en réalité, n'est pas arrivée comme ça. Il y avait un certain nombre de rapports qui avaient été faits, notamment le rapport Nota qui était intéressant sur finalement à quoi sert une entreprise et quel est l'intérêt, on va dire, de bien public quelque part des entreprises. Et donc on commence à y réfléchir en se disant, bon, finalement ce modèle, il a l'air quand même de société à mission, il a l'air intéressant. On avait regardé la B Corp aux États-Unis, qui était aussi un modèle qui était intéressant pour notre société qui est aux États-Unis et qui porte les fonds américains. Et donc ce modèle de société à mission a commencé à nous parler. Et donc on s'est dit, mais finalement, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de se transformer en société à mission? Alors, bon, la loi Pacte sort en mai 2019, donc la juriste que je suis attend les décrets d'application qui n'arrivent jamais, enfin qui sont arrivés en janvier 2020. Et donc on a perdu un peu patience, et en septembre 2019, on se dit, bon, maintenant ça suffit, on a une raison d'être qui est assez claire,
On a les instruments de la mesure d'impact qui sont mis en place à l'intérieur de notre organisation. Et donc, ça nous semble suffire pour faire ce qui est demandé à une société de mission, c'est-à-dire donc, dans ses statuts, définir sa raison d'être, expliquer comment cette raison d'être se traduit de manière un peu plus concrète que simplement la phrase que je vous ai énoncée, et ensuite avoir créé un comité de mission à l'intérieur de la société, donc ce qu'on a fait dès septembre 2019, que je préside, mais qui comprend aussi des membres indépendants et un salarié, et ensuite avoir une capacité à faire vérifier par un tiers extérieur cette mission, l'accomplissement de cette mission, en sachant que tant qu'on n'avait pas le décret d'application, on n'était pas bien parce qu'on ne savait pas qui devait vérifier quoi. Et finalement, quand on a fait notre première vérification, puisque elle doit intervenir dans les 18 mois, on l'a faite un an après, on l'a faite en octobre de l'année dernière, donc en octobre 2020, et on avait demandé à Vigéo du coup de le faire, un peu à blanc, parce qu'objectivement, on n'avait pas vraiment les cadres, et on ne les a toujours pas d'ailleurs. Hein. Donc on a bien fait, je pense, de s'accélérer. Donc du coup, comment ceci se traduit dans notre organisation? Déjà, je vais peut-être juste vous montrer finalement la traduction graphique des objectifs de la mission. Alors, c'est un slide qui est un petit peu lourd, mais finalement, il est assez simple. Alors, à gauche, vous avez finalement la consolidation de nos 3 grands secteurs d'activité, c'est-à-dire la mobilité, les social infra et les actifs de transition énergétique, et dont vous voyez qu'ils sont assez concrets, c'est-à-dire on va avoir des passagers dans nos ports, on va avoir des kilomètres de rails, on va avoir des lits d'hôpitaux, etc., etc. Non. Ceci est la somme finalement des 90 actifs que l'on a en portefeuille. Pour chacun de ces actifs, on a la rosace que vous avez à droite, c'est-à-dire une rosace qui reprend les 17 Sustainable Goals de l'ONU, ODD en français, et avec un scoring, c'est-à-dire pour, je sais vous dire, pour l'aéroport de Madagascar, pour la Calgary Roads au Canada, etc. Exactement quel est l'impact de chacun de ces actifs par rapport à cette méthodologie des ODD. Derrière ces 17 Sustainable Goals, il y a un outil que chacun doit remplir, enfin que chaque project leader, parce que nous on a un project leader par actif, doit remplir une fois par an, et dans lequel il répond tout un faisceau de questions. Ces faisceaux de questions sont ensuite comparés avec les meilleurs benchmarks, et ça donne ce scoring que vous avez là. Et donc, la première fois, on l'a fait en 2019, donc on a commencé à avoir une rosace, donc c'est ce que vous avez avec le trait bleu ciel. Et puis ensuite, vous avez le résultat 2020, en sachant que en 2019, c'était un essai à blanc, parce que notamment, on a beaucoup travaillé les benchmarks. Et donc, la décision qu'on a prise, c'est de traduction de ceci dans ce qu'on appelle, nous, les 5 piliers de la mission que vous avez là. Donc, c'est la dimension de développement économique, donc c'est résiliente infrastructure et les villes soutenables, la notion d'énergie, de clean energy, de lutte contre le changement climatique, alors sur lequel on était un peu embêtés, parce que pour tout dire, c'est un Sustainable Goal de l'ONU qui est quand même très tourné vers les États. Donc, pour le traduire, on a décidé de prendre un challenge de degrés et puis une neutralité, enfin, une mesure de CO2, on va dire. Tout un pilier qui est plus social, on va sur les conditions de travail, l'inclusion et le genre, et puis un pilier sur la biodiversité. Donc, il faut avoir en tête que la somme, finalement, de l'ensemble de ces maps qu'on a par projet fait ce scoring général qui est celui de Meridiam. Et ensuite, les petits traits rouges que vous avez, c'est les objectifs qu'on s'est fixés dans la mission, qui est d'arriver à cet objectif, donc c'est ce que vous avez en rouge, à échéance de 3 ans. Et voilà, et on va essayer de les améliorer. Et chacun des project leaders, donc sur chacun des actifs, a eu cette rosace, plus
les action plans qui vont avec et qui lui permettront d'améliorer son scoring. Après, inutile de vous dire que c'est une boîte d'ingénieurs, hein, donc ils sont très, très, très affûtés sur tous les objets de KPI. Mais enfin, en gros, ça aurait été totalement impensable pour nous de ne pas avoir une mission qui soit mesurable. Et c'est très important, enfin, en tout cas, nous, on le vit comme ça. C'est très important d'arriver à non seulement être explicatif, mais aussi démonstratif, et qu'on puisse véritablement nous challenger sur le résultat de notre mission, parce que je pense que ceci sera un élément très différenciant demain. Alors, pour terminer, qu'est-ce que ça veut dire vous pouvez enlever ce slide, hein, qui effectivement est un peu complexe. Finalement, qu'est-ce que ça a entraîné, cette transformation de société à mission, par rapport au mode de fonctionnement et à la gouvernance de l'entreprise? Pour être très clair, c'est d'une exigence implacable. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout un exercice léger. Enfin, vous l'avez vu, on a un outil qu'on a finalement fait breveter parce que, comme on l'avait bâti in-house et qu'on le trouvait plutôt pas mal, on avait travaillé effectivement avec des consultants pour le faire, mais c'est devenu un outil maison qui fait assez référence. On a été en mesure, donc les objectifs ont été fixés le 7 décembre dernier. Alors, je me rappelle bien de la date du 7 décembre, parce que pour ceux qui sont amateurs d'opéra, c'est la date d'ouverture de la saison de la Scala, donc généralement on connaît cette date. Et on a été en mesure, donc du coup en avril, puisqu'on a eu notre 5e comité de mission le 21 mai, de faire un premier assessment pour dire on va dans le bon sens, on ne comprend pas ce résultat, etc. Donc avoir un challenge par rapport à cette mesure. Alors, pour solidifier ça, qu'est-ce que ça veut dire en interne? Alors d'abord, on a changé et fait évoluer assez radicalement le reporting de chacun de nos actifs. C'est-à-dire qu'on a demandé à chacun de nos actifs, et notamment au board de chacun de nos actifs, même si on n'est pas tout seul au board, de s'engager sur un certain nombre d'éléments de mesure de cette roadmap SDG et du coup de permettre de la faire remonter. Ce qui fait qu'en gros, chaque année, il y a une discussion stratégique du board qui prend à bord ces éléments de SDG et de mission de Meridia. On est assez à l'aise pour le faire parce qu'on considère que, comme les actifs sur lesquels on est, vous avez vu, sont des infrastructures, sont des actifs très longs, il y a toujours un alignement entre un impact positif et l'intérêt de l'actif. Puisque ce que vous faites quand vous faites de l'impact, c'est qu'en réalité, vous créez du goodwill autour de l'actif et donc vous limitez le risque autour de l'acceptation de l'actif. Et donc, c'est pas du tout, enfin, ce que je vous raconte là n'est pas enfin, on reste un fonds, hein, donc on n'est pas une ONG. Hein. On pense que c'est plus créateur de valeur de faire ça, et c'est une des meilleures manières de créer de la valeur que de faire l'inverse. Donc, tout le reporting a été travaillé autour de cette notion-là. On a ensuite travaillé à l'intérieur de Meridiam l'ensemble du processus qui va du business développement à l'investissement, au portfolio management, pour qu'il y ait un suivi de cette exigence de SDG Roadmap depuis le process d'investissement. Parfois, on choisit de ne pas aller sur des projets parce qu'on considère que ça ne passe pas. Et d'ailleurs, ça nous est demandé de plus en plus par nos investisseurs. Hein. Pour ceux d'entre vous qui ont discuté, par exemple, récemment avec la BEI devenue Blanc du climat, vous apercevez qu'ils sont très exigeants en matière de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on ne peut pas faire. Juste, j'ai oublié de le dire, mais pour un tiers de nos investisseurs, nous, on a des banques publiques. Donc, on voit bien le mouvement s'être fait de manière assez forte. Donc, on a changé nos process internes. On a, pour chacun des actifs, mis en place ce qu'on appelle une SDG Roadmap avec les action plans qui sont appliqués. On est soumis à un Sustainability Assessment de la part de Vigeo qu'on fait tous les 2 ans, qui est intéressant parce que notamment en termes de disclosure, il est il demande à ce qu'on mette beaucoup d'informations, même si on n'est pas coté, en tout cas sur le site, etc. Donc c'est assez intéressant de se sentir obligé d'expliquer avec des mots en français normal, enfin en anglais en l'espèce, mais en tout cas de faire comprendre notre activité à tous. Donc moi, je teste ça, par exemple, sur mon mari de temps en temps. Je dis, est-ce que tu comprends ce qu'on a écrit? Et quand il me dit oui, puisque lui aussi est juriste, je considère qu'on a réussi à expliquer. On a travaillé toute la communication vis-à-vis de nos investisseurs aussi. Aujourd'hui, quand on regarde nos informations données tous
tous les trimestres à nos investisseurs. La partie sustainability est vraiment très, très, très challengée, très décrite, on va dire, à l'intérieur. Et là, on a levé une 4e génération de nos fonds. Alors, sur le fonds Afrique qu'on avait levé il y a 3 ans, il y avait déjà les éléments de l'impact étaient importants pour la rémunération du fonds. Mais vraiment, sur cette 4e génération, on est allé vraiment un cran plus loin. Et on a désormais des pénalités, par exemple, si on n'arrive pas à atteindre nos objectifs d'impact et nos objectifs de mission. Donc voilà, donc on est allé un cran plus loin que simplement dire c'est bien. Et puis, le dernier point qui est important, c'est qu'on a décliné dans les objectifs annuels des gens qui travaillent dans la partie opérationnelle de Meridiam, c'est-à-dire les project leaders sur les actifs, mais aussi les équipes d'investissement, des objectifs annuels qui sont directement liés à la fois au déploiement de ces roadmaps et aux résultats de ces roadmaps. Donc au total, qu'est-ce que je peux dire de cette aventure, hein, parce que c'est quand même une aventure managériale, hein, de faire ça. Bon, d'abord, on a 90% d'adhésion à la mission. Donc ça, c'est un point important, et je pense que les 10% restants, il faut qu'on aille les chercher, mais je pense que c'est aussi une transformation qui est assez radicale, finalement, d'un modèle qui était plus traditionnel auparavant, mais en tout cas une adhésion qui est quand même très forte. On a finalement aujourd'hui une colonne vertébrale qui est très puissante et qu'on est capable d'expliquer. Donc ça, c'est important aussi quand on raconte ce qu'est Meridiam. Enfin, en tout cas, moi, je le fais beaucoup actuellement. C'est important de pouvoir le dire. Et puis, c'est un vrai, enfin, cette aventure, on va dire, a été un vrai instrument du changement parce que à la fois ça consolide le modèle, mais surtout ça prépare l'avenir. C'est-à-dire, nous, on a doublé de taille en 3 ans, enfin à peu près. Si on ne consolidait pas à un certain moment autour de quelque chose qui était solide, avec de l'adhésion, etc., je pense qu'on a un vrai risque. Bon, vous connaissez ce passage de 150, 200 personnes, il est toujours critique dans toutes les organisations, donc ça prépare vraiment l'avenir. Et ça nous permet aussi de voir de manière un peu plus sereine arriver des chocs, hein, qui sont, je pense que dans l'organisation de Meridiam, quelque part, un actif comme Suez, ça va être un choc par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Voilà, donc c'est quelque chose, en tout cas, qui pour nous est au cœur de notre stratégie et qu'on a déployé, pas simplement dans la partie corporate de Meridiam, mais aussi dans chacun de nos actifs pris individuellement. Voilà, je pense. Super.